Un, deux, un, deux. Alors bonsoir tout le monde. On va commencer cette soirée, cette deuxième soirée ciné-débat de la saison 2017-2018, avec le film La fille de Brest de la réalisatrice Emmanuelle Berco, qui va nous raconter de façon un petit peu romancée, mais très véridique, l'histoire d'Irène Frachon, le médecin pneumologue du CHU de Brest, qui a donc révélé l'affaire du Mediator. On aura donc, j'aurai avec moi Agnès Augier pour animer le débat tout à l'heure, et on a comme intervenant ce soir Nicolas Botte, que je vous présenterai plus longuement tout à l'heure. Alors comme le film est long, il dure 2 heures, on va le lancer tout de suite si on veut avoir un peu de débat tout à l'heure, d'accord? Donc si vous pensez à éteindre vos téléphones, c'est bien, et on les rallumera tout à l'heure. Donc Gérard, est-ce que tu es prêt? Alors si Gérard, tu es prêt, on peut envoyer le film. Merci. Oui, au prochain. Un, deux. Gérard, on peut écourter le générique. Voilà, comme ça on ne perd pas de temps. Le film était assez long, 2 heures au moins. Alors, justement, à propos de films, quelques mots sur les aspects filmiques quand même. Ce film a été réalisé par une jeune femme qui s'appelle Emmanuelle Berco, qui est dans le cinéma depuis 1994, qui est à la fois réalisatrice, scénariste et actrice. Et Emmanuelle Berco, on a eu l'occasion de la projeter ici, l'année dernière, pour le film La tête haute. Certains devraient s'en souvenir parmi vous. C'était l'histoire de ce jeune garçon incasable, comme on les appelle, qui a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et qui était sous la protection d'un juge pour enfants. Voilà, le juge pour enfants était interprété par Catherine Deneuve, si certains ne s'en rappellent pas. Donc Emmanuelle Berco a sorti ce film en 2016, La fille de Brest, et si elle n'avait pas rencontré Irène Frachon, elle l'aurait jamais fait. Et en fait, c'est après avoir longuement discuté avec Irène Frachon qu'elle a décidé de faire ce film, parce qu'elle a été, je dirais, habitée par cette dimension indomptable, je dirais, et que Emmanuelle Berco s'en est emparée et elle l'a bien retransmis dans ce film. Alors, je vais appeler maintenant Nicolas Botte et Agnès Augier qui vont nous aider à participer à ce débat. Alors on va présenter tout d'abord Nicolas Botte. Alors Nicolas, tu compléteras hein, si je me trompe. Donc Nicolas est actuellement consultant indépendant. Il a donc un site internet, un blog dans lequel il participe à la vie citoyenne, on peut dire ça? Exactement. D'accord. Et c'est un ancien responsable de l'association nationale Anticorps, hein, donc Anticorps comme anticorruption, voilà. Et donc il a d'autres cordes à son arc. Il est fils d'enseignant et il est cadre supérieur au ministère de la Défense. Voilà Nicolas. Alors Agnès, je ne te présente plus puisqu'elle fait partie du bureau des ciné-débats citoyens. Voilà, alors Nicolas, quelques mots sur le film d'abord. Donc vous vous rappelez que la thématique de ce soir est consacrée aux lanceurs d'alerte, puisque notre titre c'était Lanceurs d'alerte et démocratie. Alors ce film, bien entendu, va illustrer la question des lanceurs d'alerte. Là, il s'agissait du Mediator et d'Irène Frachon. Donc dans un premier temps, on va parler de ce film et de cette histoire. Et dans un second temps, on parlera plus largement des lanceurs d'alerte. Alors quelques mots d'abord de Nicolas sur le film, et ensuite vous aurez la parole, comme d'habitude. Bien, bonjour à tous. Je suis heureux d'être avec vous ce soir. Bon, je pense qu'il faut que ça soit un moment d'échange, donc n'hésitez pas à intervenir et à me poser des questions. Alors, j'étais présenté comme consultant, c'est un terme un peu pompeux, hein. Je suis plus blogueur et engagé avec mes supports sur Internet hein, que consultant. Et on va dire que
On peut me présenter comme ça. Alors le film, je l'ai trouvé excellent. Je pense que vous aussi. N'hésitez pas à répondre indirectement. D'ailleurs, je pense que je peux poser le micro, ça te dérange pas? Il faut garder le micro? D'accord. C'est un film excellent parce qu'il présente exactement toutes les problématiques que peuvent rencontrer un lanceur d'alerte. Et je pense que vous les avez identifiées probablement aussi bien que moi. Alors je les ai listés et c'est pour ça que je reprends ma tablette. Mais j'aurais presque tendance à dire, c'est à vous de nous dire qu'est-ce que vous avez identifié, quelles difficultés le lanceur d'alerte a rencontré et quelles qualités peut-être il a besoin pour aller jusqu'au bout de sa mission. Alors, quelle est selon vous la première qualité qu'il faut pour être un lanceur d'alerte? La ténacité. Alors, il faut de la ténacité, mais il faut plus, il faut du courage. Et j'aurais même tendance à dire, il faut savoir jusqu'où aller. Et le film le montre très très bien. Il faut être très bon. Il faut être prêt à aller jusqu'au bout ou pas. Très bon. Hein? J'aurais presque tendance à dire, au début de son combat, il faut déjà savoir jusqu'où vous êtes prêt à aller. Car les conséquences peuvent être extrêmement importantes, que ce soit sur vous, mais aussi votre famille et tous les gens qui vous ont aidé. Hein, le film le montre parfaitement bien. Et d'ailleurs, c'est ce que dit Benoît Magimel dans le film, hein, qui joue le médecin. Eh ben, à un moment, il explique à Madame Frachon que les conséquences de ses actes sont importantes sur sa famille, mais aussi sur l'équipe médicale. D'accord? Donc il faut avoir des qualités extrêmement... il faut être extrêmement solide pour se lancer dans un combat, et on n'est pas forcément préparé, et savoir jusqu'où aller. Je pense que on peut parler peut-être à 2 voix, voire à 3 voix, hein, sur ce premier point peut-être, qui concerne les qualités humaines. Oui, c'est certain. Je veux dire, le personnage de Benoît Magimel, que jouait Benoît Magimel, montre bien tous les risques. Et c'est vrai que ce qui a fait qu'il y a une législation maintenant qui existe en France, en Europe, pour les lanceurs d'alerte, de protection pour les lanceurs d'alerte, c'est le combat d'Irène Frachon qui a donné lieu à ça. Et en 2007, il y a eu une première. Enfin oui, en 2007 déjà, il y avait quand même un premier projet de protection juridique des lanceurs d'alerte, mais vraiment c'était restreint au domaine de la santé. Et c'est ce qui caractérise d'ailleurs la législation en France, c'est qu'elle a commencé vraiment avec les problèmes de santé publique et les problèmes d'écologie aussi, environnementaux. Et ça a été assez long à se mettre en place. C'était au départ restreint au champ du travail, c'est-à-dire qu'il fallait travailler dans une entreprise et éventuellement pour l'État. Et seuls ceux qui travaillaient et qui étaient concernés de par leur travail, par quelque chose qui pouvait justifier donc une divulgation, étaient concernés. Et c'est seulement depuis 2013, je crois que depuis décembre 2013, et la loi Sapin 2, qu'il est reconnu la possibilité d'être lanceur d'alerte dans quelques situations que ce soit. Et aussi, ça a ouvert la possibilité de s'adresser aux médias, parce que jusqu'ici, ce n'était pas du tout inclus dans la législation de protection. Donc ça a été assez long à se mettre en place en France. Le film montre aussi l'importance de ne pas être seul, et qu'il faut travailler en équipe. Et d'ailleurs, on se rend compte que Madame Frachon travaille parfois en solo, et ça lui est reproché à juste titre. C'est pour ça que le médecin lui en veut, d'ailleurs. Donc il faut une force de caractère très importante. C'est majeur dans ce cas. D'ailleurs, c'est vrai également dans votre vie de tous les jours, parce que vous avez une procédure de divorce ou autre. Je sais, je suis directement concerné. Parce que ça se termine jamais. Il faut être prêt à des combats sur des années, voire des dizaines d'années. Un autre point qui est important à retenir, et le film également le montre très très bien, c'est qu'il faut être procédurier et béton lorsque vous vous lancez dans un combat. Donc, lorsque je dis béton, c'est qu'il faut préparer ses dossiers. Et là aussi, le film montre que Madame Frachon agit parfois un peu dans l'urgence et qu'elle ne prépare pas suffisamment ses dossiers. Et la sanction immédiate, elle n'est pas crédible. Elle est décrédibilisée par tout le monde. D'accord ?
Elle arrive parfois à mettre le doute dans l'esprit de certains, des autorités sanitaires ou de certains médecins, mais ça ne suffit pas. En face, elle a un laboratoire qui paye à prix d'or des experts, des consultants. Bon, c'est un employé, un consultant, il faut être clair. D'accord ? Pour apporter, lui, des éléments crédibles. Et le film le montre également très bien. C'est d'ailleurs assez dévastateur. Parfois, on peut même se dire qu'elle s'auto-détruit, puisqu'elle ne prépare pas suffisamment son argumentaire. Je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose sur ce point. On va donner la parole à la salle. Voilà, sur le film, sur l'histoire d'Irène Frachon, sur le Mediator, est-ce qu'il y a des questions pour cette première partie du débat? Des interventions? Oui, madame. C'est juste une question. Dans le film, il est dit que, à la fin du film, il est dit que personne n'a encore jamais été indemnisé. Dans le film, je crois qu'il y a déjà 1 ou 2 ans. Est-ce que depuis, il y a du nouveau? Oui, alors, je peux rendre ça, en septembre 2007, là, donc c'est tout récent, ils ont été renvoyés en correctionnel. C'est-à-dire qu'ils ont tout fait, les avocats ont tout fait pour faire durer. Ils se battent sur chaque dossier, un par un. C'est un travail de longue haleine. Et Irène Frachon pensant avoir fini, et en fait, elle est encore en train de se battre. Parce que pour les victimes, c'est très très difficile, effectivement. Et là, donc voilà, c'était quand même une victoire, elle en était très heureuse. Ils ont été renvoyés en correctionnel, ce qui laisse envisager des suites plus favorables pour les patients. Il faut bien que... Excusez-moi, oui. On me pose la question à côté de moi, qui est il dans la phrase que tu viens de prononcer, qui est il? C'est la société. Ils ont été renvoyés. Les patients, enfin Les patients. Non, c'est la porte. Les patients ont été... D'un point de vue judiciaire, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est toujours les mêmes leviers qui sont utilisés. Il faut vraiment le regretter. C'est que le laboratoire et tout organisme incriminé, alors il faut espérer qu'un jour ça change, que les décideurs qui sont en face soient, j'aurais tendance à dire, plus sages. Il faut beaucoup de sagesse dans ces affaires, un peu d'humilité, parfois acceptée, pour indemniser et mettre fin à des procédures. C'est vers cela qu'il faut peut-être tendre aussi. Il faut retenir d'un point de vue judiciaire que alors on va dire le laboratoire Servier, avec des moyens financiers illimités, peut payer à prix d'or des avocats, faire durer des procédures des années, des dizaines d'années, voire des vingtaines d'années, faire appel de toutes les décisions, chercher tous les vices de forme, casser toutes les procédures. C'est ce que vous voyez d'ailleurs en politique, lorsqu'un élu ou un politicien est attaqué. Mais c'est jamais avec son argent, le politicien qui mène ses combats, c'est avec l'argent des contribuables. D'accord ? Avec les protections fonctionnelles. Et le laboratoire Servier, c'est pareil. C'est des fautes individuelles. Mais on utilise de l'argent non personnel, l'argent d'un laboratoire. Voilà, donc c'est toujours les mêmes processus qui sont utilisés et qu'il faut dénoncer, combattre, notamment tout ce qui est utilisation de l'argent public pour se défendre. Voilà. En tout cas pour ce point spécifique d'un point de vue judiciaire. Est-ce que vous pensez que les class actions ou les actions de classe ou de groupe auraient un effet positif par rapport à ce que l'on vient de parler concernant les indemnités? Parce que effectivement, à chaque fois dans la juridiction française, c'est l'individu tout seul qui se retrouve à porter plainte, à se défendre. Et je crois que la forme action de groupe n'est pas encore totalement autorisée, si ce n'est qu'elle est limitée en tant qu'indemnité, je crois. Alors, les actions de groupe, les actions de groupe, ça vient des États-Unis initialement. C'est lancé en France, on va dire, de manière assez lente. Je ne suis pas forcément un expert du domaine, parce que c'est très juridique, mais juste un élément de réflexion. Dans la définition du lanceur d'alerte, les associations en sont exclues. Le lanceur d'alerte doit être une personne physique. Ça répond peut-être en partie à votre interrogation et à vos craintes. Moi, je suis assez sceptique sur l'efficacité des class actions. J'aurais tendance à dire qu'in fine, on se retrouve toujours un peu tout seul. Voilà, je
suis assez pessimiste sur l'efficacité de ces actions de groupe. Si je peux me permettre, alors j'en sais un peu plus. Bien sûr. Non, l'avantage et les inconvénients. L'avantage, c'est qu'effectivement, tous les gens se regroupant, cela fait une force aussi bien matérielle que de représentation d'une partie de la population qui porte plainte, puisque dans les classes actions, il peut y avoir jusqu'à des milliers de gens qui se regroupent. Et si la classe action a été un peu bloquée en France, c'est à la demande des industriels qui ont bien trop peur que ce genre de choses arrive en France. Alors l'inconvénient, c'est que les avocats qui les défendent se gavent, parce qu'ils ont, au départ, il y a un contrat, et ils disent, bon, si on gagne, je prends 40%, 50, 60, et on a même parlé de plus. Alors ça a ses avantages et ses inconvénients. Oui, vous avez tout à fait raison. Plus on est nombreux, plus on est efficace. Plus on a d'impact médiatique, notamment. Voilà. Vous parliez des avocats. Il y a un petit point également qui me semble intéressant de préciser en lien avec le film. C'est également vrai dans des affaires très médiatiques en France. C'est toujours compliqué de choisir un bon avocat pour vous protéger dans ce type de dossier. Pourquoi ? Parce que l'avocat doit être motivé, bien sûr, il doit être compétent. Il ne faut jamais oublier qu'un avocat est quand même souvent assez rarement payé en fonction du résultat qu'il obtient. Donc lui, il est toujours gagnant. Et certains avocats peuvent tout à fait utiliser des affaires médiatiques pour leur propre intérêt. D'accord ? Toujours l'avoir à l'esprit. Je précise également que tous les problèmes ne se règlent pas en justice, et donc avec un avocat que vous allez payer. Parfois, on peut élaborer des stratégies différentes, sans passer par la case justice, sans payer un avocat. Ça peut être du harcèlement administratif, ça peut être un règlement amiable, etc. Il ne faut jamais l'oublier. L'avocat que vous allez rencontrer dans un cabinet d'avocats peut correctement vous conseiller, mais pas toujours. Il a des intérêts qu'il défend également. D'accord ? Voilà. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose sur ce point. Bon, bien sûr, les avocats restent indispensables lorsqu'une procédure est lancée, bien évidemment. D'autres questions dans la salle sur la problématique du Mediator, et que je rattacherai à celle de l'isoméride. Vous avez entendu que le même laboratoire avait été condamné en 1996 déjà pour ce médicament qui avait eu des conséquences mortelles sur un certain nombre de patients. Mais il est arrivé à passer par-dessus ce problème, comme si de rien n'était. Voilà. Comment on peut expliquer ça, Nicolas, peut-être ? Je pense que l'époque était différente. Et puis le film le résume bien, les organismes de contrôle n'étaient pas suffisamment structurés pour assurer leur mission. Question devant. Le micro. J'étais pharmacienne installée dans la région parisienne et j'ai une pharmacie que j'ai vendue en 1989. Donc c'est avant, dans les années 70-80. Oui. Donc on connaissait, nous, avec mon préparateur, on savait que c'était dangereux le Mediator et l'isoméride. On le disait aux patientes qui voulaient maigrir, à chaque fois, on les mettait en garde et ça ne servait à rien. C'est bien dit dans le film, mais on l'a expérimenté nous. Mais il faut préciser que le Mediator, au départ, a été créé, je dirais, pour lutter contre le diabète. Mais un de ses effets inattendus, je crois, c'était que ça procurait un amaigrissement. Un coupe-faim. Hein, voilà. Et donc il a été utilisé de façon déviante pour permettre à des femmes de faire des cures d'amaigrissement. Et là, on a commencé à prendre des risques. Vraiment l'impuissance. Après, effectivement, si en parallèle d'une information du pharmacien, il y a un lobby de l'industriel directement auprès des patients, alors je ne connais pas forcément les liens directs qu'un laboratoire peut avoir avec les patients, que ce soit par courrier ou par mail, etc. Je suis sûre que je ne suis pas la seule à avoir fait ça. Probablement. Les pharmaciens ne sont pas toujours tellement intéressés à leur chiffre d'affaires. Quelquefois, c'est possible de passer outre. Tout à fait. C'est vrai aussi que l'industrie pharmaceutique en France a un tel pouvoir. On sait qu'ils
participait énormément au financement des partis politiques, en particulier les deux principaux, ceux qui étaient les deux principaux, et que du coup ils sont quasi inattaquables. C'est un sacré défi d'attaquer un laboratoire pharmaceutique, en France en particulier, partout dans le monde, mais en France en particulier. On peut se demander d'ailleurs au sujet des vaccins, il y a une forte soupçon que les vaccins sont aussi un problème que, pour l'instant, rien n'a été dit à ce sujet. Mais je sais qu'aux États-Unis, déjà, il y a quand même des vaccins qui sont mis en cause, et en France, c'est aucune étude, rien du tout. On est obligé d'aller chercher des études à l'étranger. Et il y a vraiment une forme d'omerta en France sur les sujets de santé. Et ce qui est vraiment intéressant, ce que je disais tout à l'heure, c'est que le terme de lanceur d'alerte a été vraiment trouvé en France et ne correspond pas tout à fait à celui de whistleblower, qui est le terme américain qui a été l'inspiration peut-être un petit peu de ce terme-là. Mais c'est une notion qui vraiment s'attachait au problème, au danger. La définition, j'ai là juste là, la définition exacte là, mais la plus grande différence entre la notion française et la notion américaine, c'est qu'en France, c'était pour dénoncer un danger ou un péril ou un risque qui avait à voir avec les problèmes sanitaires ou environnementaux. Alors qu'aux États-Unis, c'était beaucoup plus étendu que ça. Les whistleblowers, c'est des gens qui peuvent dénoncer des illégalités ou des injustices. Et donc, à partir de ce moment-là, le champ est très très ouvert. Alors qu'en France, il a été très restreint. Et c'est seulement la dernière loi Sapin 2, et puis le Conseil de l'Europe, qui commence petit à petit à élargir un petit peu le champ. Mais en même temps, il y a des fragilités dans la définition qui font qu'il y a quand même des moyens de détourner un petit peu les choses. En fait, elle l'élargit tout en la réduisant. Voilà. C'est un peu vicieux. Mais ça avance quand même, il ne faut pas non plus être pessimiste. Une question. Oui, non, c'est pas une question. Une intervention. Un témoignage. J'étais très sensible, très touché par le témoignage là, de madame là, qui est pharmacienne. C'est quand même assez bouleversant de constater que des dizaines d'années avant, les praticiens à la base connaissent déjà les dangers. Et j'ai pas pu m'empêcher de faire le lien avec un témoignage personnel, 1983, 84, je ne sais plus très bien, ça fait un peu loin maintenant, où étant jeune infirmier, je travaillais au centre de transfusion sanguine à Marseille, et on prélevait du sang aux gommettes, et c'était un secret de polichinelle, on en parlait entre nous, on disait il y a un problème. Le scandale du sang contaminé a explosé quelques mois plus tard, et nous qui étions praticiens, moi en tant qu'infirmier, préleveur, les jeunes médecins qui souvent débutaient dans leur carrière, savaient très bien ce qui se passait. Et on se disait, mais c'est pas possible que, par exemple, la direction, en l'occurrence du centre de transfusion sanguine de Marseille, ne prenne pas position. Je suis quand même très impressionné de ça. C'est-à-dire que ces scandales qui émergent comme ça à un moment donné, en fait, ils sont déjà connus, souvent. Par ceux simplement qui sont les praticiens de base. En fait, on est entouré de secrets de polichinelle. Pensez-vous que les Panama Papers ou le dernier scandale financier, ce soit un secret pour qui que ce soit? Je ne pense pas. En fait, ce qu'il faut éviter, c'est que des intérêts personnels soient protégés par des institutions. Et c'est là où le contrôle citoyen intervient. Ce qui s'est passé probablement dans l'affaire Contaminée et du scandale du Mediator. C'est des intérêts personnels, des erreurs individuelles qui s'expliquent. Il ne faut aussi pas être naïf. On peut comprendre qu'un laboratoire qui a probablement fait des bénéfices incroyables sur ce médicament se sente menacé financièrement par un scandale. En tout cas, on constate qu'il n'a pas essayé d'éviter. Également. Encore une fois, l'époque était différente. Peut-être qu'aujourd'hui, ça serait différent. Je pense que les choses évoluent. D'un point de vue réputation, notamment des organismes et des entreprises. Ils y sont plus sensibles aujourd'hui. Une intervention dans la salle. Oui, bonsoir. Ce film nous laisse entrevoir quand même qu'une lanceuse d'alerte peut réussir. Combien d'autres ne réussissent pas? Nombre de scandales sanitaires, si on se réfère un peu au XXe siècle,
la silicose des mineurs, les problèmes de l'amiante actuellement qu'on retrouve souvent a posteriori. On découvre les problèmes et rarement en anticipation, ce qui est quand même un peu dommage. Et c'est toujours la lutte du pot de terre contre le pot de fer, la lutte de l'argent contre les victimes. Et que peut-on faire pour, par exemple, amplifier les types de combats? Je pense actuellement aux ouvriers atteints de maladies liées à l'amiante, qui périssent tout seuls dans leur coin parce que les associations ont beaucoup de difficultés à les défendre, parce que les procédures sont très longues, qu'ils n'ont pas toujours la possibilité de médiatisation. Et voilà, le problème est posé, quoi. Est-ce qu'on est dans l'utopie à vouloir défendre? Est-ce que le réalisme est plus fort? Voilà, quelques questions que l'on peut poser qui traversent les problématiques du film. Elle est compliquée, hein, la question. Je te laisse essayer de donner quelques éléments de réponse et je rajouterai deux, trois points. Je veux dire qu'effectivement, ce film montre qu'on peut réussir et que ça, voilà, elle a quand même sauvé énormément de vies en dénonçant tout ça. Ça aurait pu durer encore très très longtemps. Et bon, il y a eu quand même plein d'autres affaires. Alors, il y a eu pas mal d'affaires en France, d'affaires européennes et en particulier françaises, qui ont été dénoncées, par exemple, par la justice américaine aussi. Et dans ces cas-là, là, ça fait mouche. En général, ça ne va pas loin. Donc, il y a eu l'affaire Volkswagen, il y a eu l'affaire du Vioxx aussi. Enfin, il y a eu pas mal d'affaires qui ont été dénoncées comme ça par la justice américaine. Et c'est vrai que si on pouvait atteindre, quand même pas là. Là aussi, c'est aux États-Unis, il y a une loi qui est passée qui permet à quelqu'un qui dénonce des faits, des problèmes fiscaux, hein, des cas d'évasion fiscale par exemple, celui qui dénonce, il a droit à 30 au moins, je crois que c'est 30% de la somme. Hein, et il y a comme ça des gens qui ont gagné des centaines de millions simplement en dénonçant au fisc. Voilà. Donc en France, il y a un problème historique avec l'idée de délation. Et on voit dans toutes les définitions successives et les lois successives qu'il y a eu du lanceur d'alerte, la volonté absolue de toujours distinguer le lanceur d'alerte du délateur. Hein, et la différence, elle est faite, on dit toujours qu'il faut qu'il soit de bonne foi, qu'il ait en vue l'intérêt général, alors que, effectivement, aux États-Unis, on peut se dire que quelqu'un qui dénonce quelqu'un au fisc, et bien, finalement, il y a un intérêt financier énorme, et que ça leur pose pas de problème à eux, c'est pas un problème. Et bon, enfin, moi, personnellement, j'ai pas de jugement à porter, je pense pas que... Je pense que ça peut être intéressant, effectivement, pour le fisc de récupérer des milliards, en payant quelqu'un pour se faire. Quoi. Voilà. Donc en France, il y a vraiment une différence culturelle très très importante sur ce point. Et l'intérêt général est quelque chose de fondamental, effectivement. Je reprends votre... Oui. Je vais peut-être juste apporter quelques éléments à monsieur, parce qu'on a quand même un peu de difficulté à répondre à votre question. Hein. C'est un peu compliqué. Il faut rester en éveil en permanence, s'informer en permanence, et lancer les procédures au plus tôt, jamais attendre. Alors après, souvent, elles s'affrontent souvent au principe de précaution, hein, qu'on connaît tous bien. Donc j'ai pas vraiment de réponse à apporter. Et ensuite, lancer des procédures au bon moment, c'est-à-dire pas lorsqu'on a besoin d'un employeur, par exemple. Et là aussi, on peut se poser des questions sur l'opportunité de se présenter comme un lanceur d'alerte lorsqu'on n'a plus besoin de son employeur, lorsqu'on est licencié. Vous voyez ? Il faut toujours garder cela à l'esprit. Dans le cas que vous présentez, que je ne connais pas, je ne dis pas que les procédures sont lancées souvent lorsque les gens sont en retraite. C'est pareil d'ailleurs dans le domaine que je connais un peu plus du ministère de la Défense, avec les essais nucléaires. Les procédures ont été lancées lorsque les militaires ou les civils de la Défense ont quitté l'institution. Pas pendant. Peut-être qu'ils connaissaient déjà les risques, je ne sais pas. C'est toujours un peu compliqué lorsqu'on est au sein d'une entreprise ou d'un organisme public d'engager sa responsabilité alors que c'est lui qui vous fait vivre. C'est toujours un dilemme, et c'est le dilemme des lanceurs d'alerte au sein des sociétés. Hein. Quelles seront les mesures de rétorsion ? On parlera tout à l'heure du cas de Stéphanie Gibault. Georges. Je voudrais parler d'événements qui risquent de se révéler dans les années qui viennent par rapport aux
au fait que les gens qui ont lancé, en tant que lanceurs d'alerte scientifique, le problème, je vais prendre le cas du glyphosate. Il faut savoir que M. Serralini, le professeur qui a le premier réussi à obtenir une publication scientifique sur l'effet du glyphosate sur les souris en laboratoire, qui étaient toutes atteintes d'un cancer du type non-hodgkinien. Il faut savoir qu'en plus, il est le seul à avoir fait l'essai en leur faisant boire régulièrement du Roundup. Donc il comparait. Ce monsieur a été complètement tué par la communauté scientifique. Il faut savoir que pour la première fois dans l'histoire de la publication scientifique, une revue du niveau mondial numéro 1 a supprimé le texte qu'il avait écrit, qui avait été publié, reçu par la communauté scientifique, a été supprimé. Supprimé par qui? Par un expert de Monsanto qui avait été, je sais pas, le micro. Si, fonctionne. Il a été supprimé donc par un expert de Monsanto qui a été embauché par cette revue qui publie. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, les gens qui luttent contre le glyphosate s'opposent aux mêmes structures que ce que l'on a vu là. L'Agence française de sécurité des aliments a conclu pas de dangerosité pour le glyphosate en faisant l'étude des documents que Monsanto lui a fournis. Donc nous, citoyens, à l'heure actuelle, nous voyons un film comme ça, on dit qu'est-ce qu'elle est bien cette femme. C'est vrai, tous ceux qui ont travaillé autour, mais réveillons-nous, on a la même chose en ce moment. Et quand on va commencer à s'apercevoir que nos enfants, nos petits ou plus vieux, sont victimes du glyphosate, et c'est connu, c'est reconnu, parce qu'il n'y a pas que le cancer, il y a des atteintes neurologiques qui sont certifiées par des études déjà menées. Donc je voudrais juste raccorder à l'intervention de madame. Aux États-Unis, Monsanto n'a jamais perdu un procès. Jamais. Toutes les attaques qui ont été menées par des structures qu'on trouve positives n'ont donné aucun résultat. Ce n'est donc qu'une question de puissance, de la un rapport de force entre la population, les politiques qui doivent agir et les voyous de l'industrie qui nous polluent et nous. Oui, mais c'est pour ça que il y a toute une comment dire, un aspect politique à cette histoire, et c'est pour ça que, enfin, un peu pour répondre aussi à monsieur, moi j'ai envie de dire que la seule réponse à ça, ce serait que le maximum de citoyens se sentent concernés, le maximum de citoyens, voilà, on n'a que cette force, on a la force du nombre, en fait, et nous sommes tous concernés. Je veux dire, il est clair que notre santé n'est pas la première préoccupation des laboratoires pharmaceutiques. Il est clair qu'on est dans une société où, d'une manière générale, les préoccupations sont financières et sont économiques. Bon, une fois qu'on a fait son constat, la seule manière de se défendre dans nos droits les plus élémentaires, hein, que ce soit les droits à l'éducation, à la santé ou autres, c'est d'être là, c'est d'être vigilant, c'est comme disait Nicolas, c'est vraiment de se sentir concerné et d'agir, et si, même à la limite, pas forcément à découvert, parce que c'est vrai que ça peut être dangereux, ça peut être grave. On a droit aussi à avoir une vie relativement tranquille, mais en étant unis, en participant, je sais pas, en créant des associations, en étant actifs, on se donne beaucoup plus de chances, effectivement, d'agir sur les politiques et d'obtenir des lois. De toute façon, la loi, là, les lanceurs d'alerte, elle n'a été lancée que parce qu'il y a eu des gens qui ont fait pression, et donc avec Irène Frachon, qui a joué pour la loi de 2013. Il y a eu une loi en avril 2013, puis après une autre en décembre. Et petit à petit, s'est élargi quand même un peu le champ d'action, et ce sont des associations qui ont fait pression. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que ce qui est en train de se passer actuellement, c'est-à-dire qu'on est en train de couper les vivres totalement, avec notamment les emplois aidés aux associations, est extrêmement préoccupant pour la société française, parce que si ces associations disparaissent, si elles sont affaiblies, il n'y aura plus justement ces gens et les lanceurs d'alerte seront très isolés, beaucoup plus qu'aujourd'hui.
les associations sont fondamentales. Donc j'ai envie de dire, c'est à nous tous de prendre notre part comme on peut, là où on a des talents, pour essayer de faire avancer nos droits et de garder vivantes nos libertés quoi, au maximum et de les étendre. Voilà. Le cas que vous avez présenté, il résume tout en fait. En amont, lorsqu'il y a un risque, eh bien, il faut le prouver. Le film le montre encore une fois parfaitement bien et pas sans approximation, même s'il peut parfois se confronter un peu au principe de précaution. Première étape. La deuxième étape, c'est d'être capable de la... J'ai un trou dans mon raisonnement. La première étape, c'est d'arriver à convaincre. Ensuite, c'est d'arriver à diffuser. Hein. Et ensuite, in fine, c'est d'arriver à... J'ai également un trou, ça va me revenir. Oui, c'est d'arriver à combattre les conflits d'intérêts. Parce que finalement, c'est ce qui est assez peu présenté dans le film. C'est un peu ce que je regrette dans le film. C'est que les intimidations, les conflits d'intérêts, ça ressort assez peu. Il faut également savoir qu'il y a des politiciens qui ont été impliqués dans l'affaire du Mediator, hein, du gouvernement en place, enfin qui avaient des liens avec le laboratoire Servier. Et on en arrive à ce que tu disais, la politique. Finalement, tout se termine dans les urnes, hein, tout se termine lors de vos choix en tant qu'électeur. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez des OGM? Est-ce que vous voulez de l'énergie nucléaire? Est-ce que vous voulez de l'énergie fossile? Si demain il y a une centrale nucléaire qui explose à Tricastin, eh bien, il y aura eu plein de lanceurs d'alerte qu'on n'aura pas écoutés. Est-ce qu'il fallait les écouter, pas les écouter? Tout est question également de risque, de bénéfice. Voilà, c'était le point que j'avais oublié dans mon raisonnement. Qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on perd? Quel est le risque que l'on prend? Est-ce qu'il est bien évalué? Là, en l'occurrence, dans l'affaire du Mediator, comme c'était un coupe-faim, c'était pas quelque chose de vital, c'était pas un médicament vital, ça se finit pas trop mal, j'aurais tendance à dire. Mais si le médicament était efficace, oui, on peut se poser la question, est-ce qu'on peut pas accepter 10 morts si on en sauve 1 million? Eh oui, c'est toujours pareil. Et ça sera vrai dans l'industrie nucléaire, ça sera vrai dans tous les domaines. Je pense que madame qui est pharmacienne pense peut-être un peu... Voilà, quel est le coût, bénéfice, c'est toujours pareil. Et tout se termine dans les urnes. Il faut savoir d'ailleurs qu'Hélène Frachon a interpellé un petit peu M. Macron au sujet de M. Jean-Jacques Mourad, qui était son conseiller sur la santé, et qui se trouvait être rémunéré par Servier en même temps. Donc elle l'a interpellé là-dessus. Bon, et M. Jean-Jacques Mourad a dû partir. Mais d'un autre sens, ce qu'elle dénonçait justement, c'est qu'elle disait oui, il est ambigu, parce que d'un côté, bon, il s'en débarrasse, il fait partir M. Mourad, mais de l'autre côté, il a une politique ultralibérale, et c'est vrai que dans le domaine de la santé, c'est un problème. Et on voit que cette politique libérale qui a été mise en place par rapport aux hôpitaux notamment, est en train là aussi de se renforcer encore, et la question se pose aussi de savoir si est-ce que dans une société libérale, dite libérale comme la nôtre, est-ce qu'on veut que ça s'étende à tous les domaines? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre manière d'agir? Qu'est-ce qui nous importe? Et ça, je crois que c'est à chacun de nous d'y répondre pour lui et pour les autres. Et c'est un petit peu ça aussi, que le rôle que jouent les lanceurs d'alerte, c'est de poser aussi ces questions-là, c'est de dire qu'est-ce qui est important. Voilà. Sur le rôle du laboratoire Servier, c'est dit de façon assez rapide. Il y a un lien évident entre les fabricants, hein, donc les fabricants de médicaments, et les laboratoires de recherche. Puisqu'on a bien compris que le labo, que l'INSERM elle-même était noyautée par le labo Servier, qui du coup a fait en sorte que les crédits du labo du médecin d'Antoine allaient être plus sucrés. Et ça, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des choses qui ont avancé là-dessus? C'est difficile de vous répondre, je ne maîtrise pas suffisamment les arcanes du contrôle des médicaments. Je pense que, encore une fois, les dispositifs ne sont pas perfectibles. C'est simple, hein. C'est simple dans une recherche. Quand vous avez un budget de recherche, le budget ne s'applique pas au laboratoire, au matériel, il s'applique au salaire. Donc vous avez compris, quand on vous bloque le budget, vous n'avancez plus. Même si vous avez les moyens. Alors c'est ce qui est dit. Ah, on nous dit, politiquement, quand on agit,
Moi, je vais dans des lieux politiques, on me dit, mais ils ont les financements. Ils ont les financements pour le matériel, pas pour les études. Les financements viennent des industriels de n'importe quel milieu que ce soit, hein, alimentaire, agroalimentaire, pharmacie, tout ce que vous voulez. Et au fond, là-bas, un complément de réponse à ma question. Oui, un petit complément de réponse. J'ai la chance d'avoir une fille ingénieure chimiste qui vient d'avoir son diplôme et le parrainage de son école n'était ni plus ni moins que Sanofi. Donc Sanofi attire en doctorat et en thèse les meilleurs étudiants pour éventuellement les amener dans leur laboratoire en payant bien entendu leur thèse. Donc tout de suite, une relation très forte est établie entre les chercheurs ou les futurs chercheurs qui auront de grandes difficultés à être indépendants du laboratoire ensuite. Voilà, je pense une politique là qui est très forte de recherche de talents qui peuvent ensuite leur servir. Là aussi, le film le montre bien hein, lorsqu'il cite le terme de compromission. Le partenariat, oui, la compromission, non. Hein, ensuite, j'aurais tendance à dire, à chacun, au sein des entreprises, d'activer la case moralité. Hein. C'est toujours un peu la même chose. Une question du caméraman. Oui, moi je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit tous deux, et tout particulièrement Agnès, sur le rôle politique, le rôle associatif, c'est plus comme ça, bien. Je voudrais rebondir aussi sur l'actualité dont Georges parlait avec le glyphosate. Je voudrais aussi rappeler que précisément dans le domaine, alors pas associatif, je dirais syndical, je dirais de la vie au travail, on a quand même actuellement la disparition des comités hygiène, santé, comité de conditions de travail, les CHSCT, qui justement sont des lieux où l'on peut non seulement lancer des alertes sur son lieu de travail, également faire un lien, parce que l'on sait bien que par exemple quand une collectivité territoriale passe un marché avec une société qui par exemple s'occupe de, comment dire, de l'asepsie, des gaines de climatisation, et que cette même entreprise sert dans différents locaux dépendant de la même collectivité territoriale, on s'aperçoit qu'ici ou là, il y a des gens qui présentent les mêmes intoxications. Sauf que on s'aperçoit aussi que les personnes qui sont victimes de ces intoxications, eh bien, elles sont elles aussi intimidées et on essaye de les faire passer pour, en gros, des hypocondriaques. Hein. Je parle d'un cas très personnel que je connais très très bien, que je côtoie tous les jours. Or, on se rend compte que la possibilité de pointer que dans tel bâtiment, dans tel autre, on a une personne, deux personnes qui ont été impactées à la suite de la même opération, eh bien, c'est justement le rôle d'un CHSCT que de faire la synthèse de tout ça et de lancer l'alerte. Ça veut dire qu'actuellement, le film est intéressant en soi, parce qu'il montre un exemple, mais que de grâce que l'arbre ne cache pas la forêt, derrière le courage d'Irène Frachon et de ceux qui l'ont soutenu, il y a tout des tas de ravages. Effectivement, non seulement il y a ceux qui ont lancé des alertes et qui ont été détruits, on a cité le cas de ce médecin strasbourgeois, je crois, mais il y a la réalité quotidienne, et je dirais que alors on parle des collusions politiques, gouvernementales, laboratoires, etc. Moi j'ai envie de dire aussi que on parle en ce moment, beaucoup en ce moment, attaquent les syndicats. Et comme par hasard, c'est quand même eux qui animent, qui contribuent à faire vivre ces CHSCT. Et je pense qu'il n'y a pas un hasard à ce que l'on tente de dénigrer les structures collectives, comme on a tenté de dénigrer Irène Frachon et d'autres lanceurs d'alerte, dans la mesure où précisément on a envie en même temps de détruire les espaces où on peut lancer les alertes. Voilà. Je termine mon intervention en rappelant que précisément il y a une décision des CHSCT de se regrouper, de se parler à Paris, je crois que c'est le 4 décembre,
Donc en allant sur Internet, on pourra certainement trouver le lieu et la date précise de ce rendez-vous, qui en tout cas j'ai aperçu sur Internet il y a que quelques jours. Pardonnez-moi, je n'ai plus en tête les détails. Mais enfin, voilà, à ma façon, je voudrais lancer cette alerte-là. Des réactions, mes chers collègues? Moi, je remettrais, enfin, à titre personnel, pas spécialement en cause l'utilité des CCHCT, hein, vu que j'y participe, hein, dans le cadre de mon travail. Bon, il n'y a quand même pas que des syndicats, hein, sauf erreur de ma part. Donc, il y a des élus et des fonctionnaires. L'intérêt me semble avéré. Je pense que ça protège tout le monde. La direction, les ouvriers, le personnel, hein, tout le monde. Voilà, ensuite, sur la disparition des structures syndicales, je suis assez peu compétent pour répondre à la question. Je ne sais pas si quelqu'un dans la salle peut répondre. S'il y a cette volonté, effectivement, c'est pas forcément... Ou alors, il faut que ça soit remplacé par quelque chose de plus efficace. Georges? En ce moment, c'est bien ce qui est prévu dans les projets de loi du gouvernement, regrouper les CHCT avec notre organisme de sécurité, et en même temps, dehors les médecins du travail. Il ne faut pas se faire d'illusions, d'ailleurs, il n'y en a plus des médecins du travail. Hein, et donc les CHCT, comme disait Jacques, sont vraiment un des lieux où dans les entreprises on touche du doigt ce qui va aboutir à des problèmes de santé pour les travailleurs, quels qu'ils soient de l'entreprise. Hein. Ouais, mais c'est tout le problème en fait, c'est qu'actuellement si on voulait faire un état des lieux de cette histoire-là, c'est que d'un côté, au niveau de la législation, on a l'impression qu'on gagne un petit peu, bien que, encore une fois, ce soit... Bon, voilà, il y a quand même des grandes portes ouvertes aux avocats éventuels de multinationales ou autres pour gagner. Et puis de l'autre côté, on voit vraiment des attaques, effectivement, politiques hein, à toutes les structures qui sont susceptibles de mettre en cause et de poser des problèmes à ces multinationales. C'est vrai qu'il y a quand même un problème là... Qui devient très très chaud, j'ai envie de dire, ces derniers temps. Donc voilà, et encore une fois, moi je ne vois pas d'autre solution que de créer des associations, de se battre un petit peu comme ça au quotidien, et puis peut-être à d'autres niveaux, imaginer d'autres façons de structurer les choses, y compris par la législation. La législation semble être la seule chose finalement qui est susceptible de nous protéger d'attaques aussi bien économiques que politiques dans ce sens. Donc voilà, malheureusement maintenant le droit est pratiquement le seul recours, quoi. Et c'est vrai que d'ailleurs, encore une fois, la notion de lanceur d'alerte au départ, c'était une extension du droit d'expression et c'était considéré comme faisant partie du droit du travail. Donc ça laisse un petit peu rêveur que maintenant on attaque justement au moment où on parle le plus de lanceurs d'alerte, parce qu'on en parle pas mal. D'ailleurs je voulais vous dire, il y a un site sur internet qui est très très bien fait, qui s'appelle Passeurs d'alerte. Et il y a aussi comment dire, la notice ni Wikipédia est très bien faite aussi, qui donne énormément d'infos notamment sur tous les lanceurs d'alerte. On s'aperçoit qu'ils sont très 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 nombreux. Et que ceux qu'on entend le moins, en général, c'est ceux qui attaquent des banques, comme UBS. L'histoire de tout à l'heure aux États-Unis, l'histoire fiscale, c'était UBS. C'était un employé de la banque UBS qui a dénoncé sa banque. Et voilà, il y a eu, je crois, 104 millions de dollars de récompenses. Voilà, donc d'un côté, et c'est vrai qu'on voit qu'aux États-Unis, il y a quand même plus de choses qui sont faites, mais en même temps, il y a Edward Snowden qui est réfugié en Russie. Voilà, donc dans certains domaines, c'est assez compliqué. Hein, il faut vraiment pratiquement voir au cas par cas. Et il y a seulement, je crois qu'il y a 60 pays, il y a Transparency International qui a vu qu'il y avait 60 pays qui avaient une législation de protection des lanceurs d'alerte. Il n'y en a que 7 qui ont vraiment des structures susceptibles, un dispositif vraiment établi pour protéger les lanceurs d'alerte. Donc il y a encore beaucoup à faire, quoi. Et je pense que plus les gens seront attentifs à ça, plus ils montreront leur intérêt pour ça, plus... je ne sais pas s'il n'y a pas tellement de sondages dans ce domaine, mais plus les gens pourront se faire entendre sur ce point, et plus on pourra avancer aussi et se défendre. Je voudrais dire un petit mot sur les multinationales. Enfin, vous donner quelques éléments de réflexion, enfin, vous devez déjà tout savoir, je pense.
il ne faut pas attendre d'un État comme la France qu'il mette en place des dispositifs qui seraient susceptibles de porter atteinte à une multinationale française. Puisque les intérêts d'une multinationale française, c'est les intérêts stratégiques, souvent, de la France. Donc un lanceur d'alerte qui s'attaquerait aux intérêts de la France, je pense qu'il ira droit à l'échec. Ça peut être vrai dans l'industrie de l'armement, je sais pas, Dassault, des Rafales. Ça peut être vrai probablement, encore que je ne suis pas expert dans le domaine des laboratoires. Sanofi, ça va être c'est combien un tième mondial? C'est des milliers d'emplois en France, comme Dassault, c'est des milliards. Et je pense qu'on peut multiplier les exemples. Areva, tous les géants. Voilà, donc c'est des éléments qu'il faut toujours garder à l'esprit pour éviter d'être dans le noir ou le blanc. Il y a toujours un peu dans cette zone grise où on essaie d'avoir cet esprit critique, essayer d'avoir une certaine lucidité pour comprendre pourquoi telle ou telle personne, tel ou tel lobby agit ou intervient. De toute façon, on est dans un pays de lobby, ça ne changera jamais. Mais les États-Unis sont aussi un pays de lobby. Tous les pays sont des pays de lobby. Vous, dans vos affaires familiales, vous êtes chacun un lobby. Hein. Faut en être quand même conscient. Il faut être conscient de cette réalité. Moi qui fréquente les lobbies à Bruxelles, je peux vous répondre? Je ne suis pas d'accord avec vous. Vous avez le La droit. multinationale, c'est un ensemble où il y a des salariés, mais où il y a des responsables. Et quand on attaque une multinationale qui a fait quelque chose de délictueux, on n'attaque pas la multinationale, on attaque les responsables de cet événement. Donc à partir de là, rien n'empêche d'attaquer une multinationale française. Et je vais vous prendre le cas, vous avez cité Areva. Vous avez un monsieur qui a un blog qui s'appelle, c'est pas sortir du nucléaire, c'est information sur le nucléaire. Stéphane Lhomme, voilà, son nom vient de me revenir. C'est lui le seul qui a porté plainte contre Areva. Tout seul, il a porté plainte. Sa plainte a été acceptée en justice. Et pourtant, c'est la contradiction de ce que vous pensez, et je suis très étonné que vous pensiez cela en venant d'une association comme Anticorps. Anticorps qu'on connaît, hein, c'est quelque chose. Donc, pensez, je suis très étonné, vous pouvez m'expliquer comment vous pouvez nous dire qu'on ne peut pas attaquer une multinationale? Je n'ai pas dit qu'on ne pouvait pas. Ce que je vous ai expliqué, c'est lorsque les intérêts nationaux majeurs de l'État étaient mis en cause, ça serait très difficile. Et alors, c'est difficile. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Ah, voilà. J'ai pas dit qu'il fallait pas le faire, j'ai dit que ça serait difficile et qu'il faut comprendre pourquoi vous n'aurez aucun soutien. Mais enfin, aucun, ça serait difficile. Areva a été attaqué en justice. Et Oui, pourtant, oui, il n'empêche. c'est récent, hein. On attend, c'est repoussé, jusqu'à temps que... Mais il n'y aura pas de conséquences. La fameuse cuve est pleine de trous, craque un beau jour, et à ce moment-là, ce sera des millions de gens qui seront concernés. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Dites pas juste que vous compreniez, c'est que, mais vous le savez, c'est que lorsque les intérêts fondamentaux de l'État sont mis en cause, il n'ira pas dans le sens du lanceur d'alerte, même s'il a raison. Mais quand ça touche le secret défense, des choses comme ça. Pas forcément, non, pas forcément le secret défense. C'est vrai dans tous les domaines. D'ailleurs, dans la définition de lanceur d'alerte, on retire, il est retiré d'emblée le secret défense, le secret de l'avocat-action client. Exactement. D'ailleurs, un exemple dans l'affaire, on a parlé de Volkswagen et des trucages en termes de pollution, Renault a été incriminé. Est-ce que Renault est poursuivi par l'État de manière punchy? Non, parce que Renault, ce sont les intérêts fondamentaux du pays. Voilà, c'était plutôt ça que je voulais vous faire comprendre. Et ça se comprend. Tout devant là. Une petite remarque simple sur le fait qu'on parle d'intérêt national, d'intérêt de la France. C'est juste une question de décision, je pense, parce que justement, l'intérêt de l'État, ça dépend où est-ce qu'on le place. Est-ce qu'on le place d'un niveau économique? Est-ce qu'on le place d'un point de vue humain? C'est juste ça la question, c'est des décisions politiques. Voilà, c'était juste une petite... Exactement, et ça se termine là aussi en politique souvent, mais il y a des liens. Dire, lorsque vous attaquez une entreprise, c'est des emplois derrière également. Tout est lié de toute façon. C'est toute une histoire d'équilibre. Tout est dans la tension justement entre le pouvoir économique que peut avoir une multinationale ou autre et les libertés, les bien-être et les droits des citoyens.
Il faut savoir ce qui est primordial, effectivement. Si vous prenez l'exemple de Total, dont la responsabilité peut être engagée dans des pays asiatiques, je pense notamment au Myanmar, l'ancienne Myanmar, ou bien Lafarge et Daesh. Est-ce que vous avez vu des poursuites de l'État contre Lafarge? Non, parce que Lafarge est une société majeure en France. Voilà, tout s'explique. Il faut juste en être conscient. Ça ne veut pas dire qu'on l'accepte. Là, on peut parler aussi quand même et là, alors j'en parle, ça me touche particulièrement parce que moi j'ai une formation de journaliste et de voir des gens comme Élise Lucet, ou de voir Mediapart, ou de voir, bon, il y a quand même eu, depuis les années 80-90 surtout, il y a quand même eu des journalistes qui sont montés au créneau et qui font vraiment un travail qu'on pourrait qualifier de lanceur d'alerte. Et en particulier Mediapart. Et je voulais aussi parler tout à l'heure j'ai parlé du juridique, bon ça c'est une protection qui est peut-être un peu à double tranchant, effectivement, avec le problème de l'État qui prend parti pour les intérêts des puissants. Hein. Et de l'autre côté, j'ai perdu mon fil du Je ne vais pas pouvoir t'aider. Oui, et il y a la protection technologique en fait, et c'est l'histoire de Wikipédia. Et Wikipédia maintenant a mis en place tout un réseau qui permet à des lanceurs d'alerte de venir effectivement divulguer des choses dans l'anonymat et sans risquer quoi que ce soit. Et ça, c'est un petit peu ce qui se passait aussi pour le Canard enchaîné. Quand on écrit au Canard enchaîné, il ne dévoile pas ses sources. Bon, ils ont sorti beaucoup de choses. Et quelquefois, c'est repris par les autres médias et du coup, ça fait un scandale. Quelquefois, le Canard sort des choses énormes et personne ne reprend. Effectivement, on peut se poser la question de pourquoi personne n'en parle. Mais en tout cas, il y a quand même la possibilité d'une certaine protection technologique, donc à partir via Wikileaks ou via Mediapart. Et du coup, c'est quand même intéressant pour de simples citoyens de savoir que s'ils voient quelque chose se produire et qu'ils n'ont pas envie de courir les risques de tous ces lanceurs d'alerte, vous pourrez voir sur le site Lanceurs d'alerte, c'est énorme. Et tous les problèmes qu'ils peuvent avoir, leur vie vraiment passée à la moulinette, hein, c'est absolument terrible. Il y a quand même ces débouchés-là pour s'exprimer et pour lancer l'alerte. Un petit mot sur les médias. Il y a du positif, hein, il y a du bien, il y a du moins bien. Dans l'affaire du Mediator, on peut considérer que le Figaro a fait un bon travail, il a fait avancer on va dire le monde dans le bon sens. Mais en parallèle de tout ça, combien de politiciens véreux ou d'entrepreneurs véreux sont invités sur les plateaux télé, sont interviewés dans la presse écrite? Bon, voilà. Donc là aussi, hein, les intérêts des médias font qu'on accepte certaines choses. Voilà. Alors, il y a une intervention là-bas. Une petite intervention, dire que le groupe des journalistes reporters internationaux qui fait office de lanceur d'alerte actuellement dispose quand même d'une force de frappe dont ne dispose pas le particulier de son côté. C'est quand même remarquable ce travail-là, puisque le thème c'est la presse. Il faut quand même souligner que les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, parce qu'on se rend compte que le système capitaliste rachète de plus en plus tous les organes de presse qui sont susceptibles de porter atteinte au système lui-même. C'est le même problème que ce qu'évoquait tout à l'heure monsieur, en disant que les CHSCT, les syndicats étaient voués aux attaques les plus fortes, parce que bien évidemment ça dérange le système. Donc on est toujours dans la même logique, c'est-à-dire d'éliminer les contestataires. Et tout à l'heure on disait que il y avait des problèmes sur les CHSCT, mais c'est aussi la même logique avec les inspecteurs du travail qui ont été réduits à une peau de chagrin. Donc on peut bien faire toutes les lois qu'on veut, s'il n'y a personne pour vérifier, eh bien les choses n'avanceront pas pour autant. Il faut des gens pour les appliquer, oui. Et puis même la répression des fraudes, c'est pareil. La répression des fraudes, ils sont plus que quelques dizaines sur toute la France, quoi. Ils ne peuvent pas travailler correctement. Donc effectivement, il y a une stratégie manifeste de décapiter toute possibilité de critique et de remise en cause, quoi. Mais voilà, c'est des choses. Le Panama Papers, ça a été la première fois que cette équipe s'est mise en place, ça a sorti ça, et là maintenant ils font les Paradise Papers.
Et on peut penser que là, effectivement, on a une force enfin, je sais pas, ça redonne un petit peu espoir, justement, de pouvoir défendre nos droits, quoi, parce que... Est-ce que vous avez fait attention au nom du monsieur du politicien qui a précisé les mesures qui seraient prises, le politicien qu'on voyait à la fin de l'émission? C'est le chargé de la com. Aquino Morel. C'est pas lui qui a fait l'objet de poursuites? Voilà. C'était juste un petit clin d'œil. Oui. Alors on a parlé des lanceurs d'alerte, on a vu l'histoire d'Irène Frachon qui est extraordinaire et qui s'est terminée par une victoire et qui l'a impacté certes, mais elle n'a pas perdu grand-chose sur son statut professionnel en tout cas. Mais il est une autre personne qui, elle, a beaucoup perdu, et qui s'appelle Stéphanie Gibault. Pour ceux qui ne la connaissent pas, Stéphanie Gibault, c'est une personne qui travaillait comme, on va dire, chargée de la communication au sein d'UBS France, donc UBS, Banque Suisse, l'Union des banques suisses, avec une filiale en France, et elle devait, à travers son travail de communicante, attirer de nouveaux clients. Voilà. Et en fait, à un moment donné, elle a décidé de ne pas appliquer un ordre qui lui avait été donné par sa direction, l'ordre de ne pas divulguer des informations secrètes. Et elle a franchi le Rubicon, et elle s'est autorisée à franchir le pas et à divulguer. Donc Stéphanie Gibault, que vous voyez ici, est quelqu'un qui a réussi à faire tomber la banque UBS France, la filiale française, parce que cette filiale française d'UBS rabattait des clients qui cherchaient à placer de l'argent dans des conditions avantageuses, dans des paradis fiscaux, et tout ça en dehors de toute, enfin peut-être pas de toute légalité, mais en dehors d'une certaine légalité et surtout d'une amoralité énorme. Cette personne, depuis, elle a perdu son emploi, elle a été licenciée par sa firme, et actuellement elle vit dans des conditions dramatiques. C'est-à-dire qu'elle est obligée de déménager, elle vit les minima sociaux, et elle se bat pour exister. Alors elle vient de publier son deuxième livre, qui est sorti il y a quelques semaines à peine, qui s'appelle, Nicolas, si tu peux m'aider. Non. La traque... oui, c'est la traque des lanceurs d'alerte. Voilà, qui vient de sortir, la traque des lanceurs d'alerte. Donc, moi, cette femme, je vous encourage à la soutenir, à vous intéresser à elle, Stéphanie Gibault, G-I-B-A-U-T, voilà. Et d'ailleurs, si on a la possibilité, ici au cinéma citoyen de l'Orgue, on essaiera de l'inviter en 2018 parce qu'elle est prête à venir parler de son expérience. Donc, il y a effectivement des lanceurs d'alerte qui connaissent des histoires dramatiques. Est-ce que vous pouvez en parler tous les deux? Je peux quand même un peu t'aider. Oui. Je n'avais pas souvenir du livre, mais de l'avoir relayé sur les réseaux sociaux, oui. Et si je me souviens bien, dans ce livre, elle continue à dénoncer finalement l'ensemble des structures qui sont inadaptées et que la protection des lanceurs d'alerte, c'est pas encore pour demain. Un petit mot quand même sur la protection des lanceurs d'alerte. Il faut savoir que, enfin moi, ce que je retiens des lois qui ont été votées, notamment fin 2016, c'est que oui, le lanceur d'alerte est protégé, soi-disant un peu plus, mais il n'a aucun soutien financier. Il est protégé s'il devait être licencié, ce qui n'empêchera pas un employeur d'entamer contre lui des procédures judiciaires, d'où le problème récurrent des finances. À partir de quel moment il sera reconnu comme un lanceur d'alerte? À quel moment un lanceur d'alerte est-il un vrai lanceur d'alerte? Et qui le désigne comme un lanceur d'alerte? Est-ce que c'est vrai au bout de 15 ans de procédure, quand la personne qui l'a dénoncé est condamnée? Sachant qu'elles sont condamnées au bout de 20 ans, avec le jeu des appels, qui sont bien sûr non suspensifs, comme par hasard. Voilà. Et effectivement, Madame Gibault, j'avais quelques contacts avec elle quand j'étais à Anticor, et un bon exemple, mais je pense qu'il y en a plein d'autres partout dans le monde, de gens qui se font laminer, notamment par ce qu'on appelle les procédures bâillons. Là aussi, le film le montre bien. Procédures bâillons, c'est ce que font aussi certains politiciens. Ils vous attaquent en diffamation ou pour calomnie. Et ils utilisent là aussi l'argent du contribuable pour vous faire taire. C'est ce que vivent certains, effectivement, groupes de presse. Ce qui n'est pas normal, puisque les abus ne sont pas sanctionnés.
Elle a d'ailleurs reçu un prix spécial par Anticorps Oui, en peut-être. 2015, Stéphanie Gibault. Donc Anticorps France, donc, grosse association connue pour sa lutte contre la corruption et pour la moralité. Hein. Pour autant, elle vit aujourd'hui dans une situation dramatique. Hein. Oui. Alors après, on peut les aider, toutes ces personnes, hein, avec notamment les campagnes de crowdfunding sur les réseaux, sur Internet, qui permet de remplir les cagnottes. Je vous engage à donner 5 euros, 1 euro, pas grand-chose. Hein, le microdon permet d'aider certaines personnes, si vous croyez encore. Si vous croyez ce qu'elles vous racontent, hein, parce que là aussi, elles n'ont pas forcément toute raison. Hein. Il faut toujours garder un esprit critique et le dossier, vous ne le maîtriserez jamais assez. En tout cas, en ce qui concerne Stéphanie Gibault, je te confirme, c'était illégal. C'est-à-dire qu'il n'avait pas le droit de démarcher des gens en France et il le faisait par son intermédiaire. UBS n'avait pas le droit. Voilà. Donc c'était bel et bien illégal. Dénoncer une Et inégalité. pourtant, ce qui est choquant, effectivement, c'est que quand en France on dénonce quelque chose d'illégal ou d'injuste, les pouvoirs publics en général ne suivent pas. Je voudrais un peu nuancer ton propos. Quelque chose qui est légal le lundi peut être illégal le mardi. Il faut toujours le garder à l'esprit. Voilà, c'est tout. Tu fais du changement des lois, tu veux dire? Oui. D'accord. Georges. Et après, on va s'arrêter. On va prendre 5 minutes et on s'arrête. Voilà, je vais être très rapide. Je voudrais sauter sur cette question du lanceur d'alerte, protégé, pas protégé, et ramener cela à l'action que nous avons commencée, j'en ai fait partie dans les années 2004, sur les OGM. Nous avons lutté légalement. Et pour arriver, à un moment donné, les gens qui faisaient partie de notre structure, certains ont dit, on ne croit plus à cette action gentille, on va aller à l'action directe. C'est-à-dire qu'ils ont fauché des champs d'OGM. C'est à partir de ce moment-là que les médias, les politiques, la population, tout le monde s'est dit, tiens, il y a des gens qui vont détruire des OGM, il y a une raison. Alors qu'auparavant, toutes les actions qu'on avait pu faire sur le plan information, conférence, tout ce que vous pouvez imaginer, ça avait du mal. Hein. Et comme monsieur a dit, la procédure Bayon, elles étaient très simples. On était des rigolos, on n'y comprenait rien, on n'avait pas les compétences scientifiques, etc. Et on a gagné. Donc, peut-on se poser la question, et à la limite, vous êtes un des représentants de ces structures qui ont beaucoup travaillé là-dessus, qu'est-ce que vous pensez de l'action directe par rapport à l'action, entre guillemets, légale? Voilà. Et je vais avoir fini, juste pour donner à nos amis spectateurs une info. Vous avez eu raison de parler des associations, c'est extrêmement grave. Toutes les associations qui travaillent sur des questions de santé, d'alimentation, d'environnement, ont vu leur budget plonger de 40 à 60%. J'en parle, je vais vous dire, je suis élu au Conseil économique, social et environnemental. C'est la 4e représentation populaire en France après l'Assemblée nationale. En PACA, 40 à 60% ont vu leur subvention disparaître. Les seuls que ça n'a pas bougé, c'est pour l'anecdote, hein, c'est les chasseurs. Oui, parce qu'ils luttent contre les sangliers. Nicolas, tu veux réagir, Agnès? Voilà, on approche la fin du débat. C'est compliqué là aussi, hein. Tout est question de savoir jusqu'où on veut aller, est-ce qu'on est prêt à encaisser comme coup, hein. Moi j'aurais tendance à dire qu'il vaut mieux rester dans la légalité parce que on perdra devant un juge, hein. Après effectivement si on recherche l'impact médiatique ça peut être le seul moyen, mais l'impact médiatique ne garantit pas le succès. Oui c'est vrai, ils ont gagné des fois dans le... Alors qu'est-ce qu'ils ont gagné exactement? Non, ils ont gagné devant le juge. Oui, qu'est-ce qu'ils ont gagné exactement? Le moratoire OGM. Oui, non, ils ont plutôt gagné. Donc ils ont vraiment gagné. Parce que souvent on a l'impression de gagner et on ne gagne pas grand-chose. Et actuellement on est en train de recommencer la même lutte pour les OGM cachés, qui utilisent les mêmes produits Roundup et compagnie pour tuer les herbes. Exactement les mêmes. Mais, et c'est là que vous avez raison de parler de Bayon,
un de nos collègues représentants de la structure dont je fais partie du haut comité des biotechnologies, ils ont été diffamés techniquement. On leur a dit non, non, mais vous n'avez pas les diplômes, vous n'avez pas ci. Ça faisait 10 ans qu'ils travaillaient au HCB et un beau matin, ils s'aperçoivent que ce monsieur, soi-disant, ne serait pas bon. Vous voyez la structure? Et on lui reproche de ne pas être dans le droit fil de la pensée scientifique développée au sein des HCB. C'est absolument, moi je dis, abominable. Si les gens savaient un dixième de ce qui se passe dans ces structures, mais on fait la révolution. Mais justement, je pense que c'est toute la beauté de lanceur d'alerte. Moi, j'ai envie de dire légal, pas légal. L'important, c'est qu'on en parle. L'important, c'est le pire pour eux, c'est que le secret soit divulgué. Voilà. Donc, quelle que soit la manière qu'on peut trouver de divulguer ce qui est illégal, enfin ce qui est fait derrière notre dos et à notre détriment, quelle que soit la manière. J'ai envie de dire, de toute façon, ça les touche. Et quelquefois, ça fait pas mouche au premier coup, mais au bout d'un certain temps, ça réussit. Quelquefois, c'est un retard. Mais je crois qu'on a toujours intérêt à trouver la manière de faire savoir ce qu'on essaie de nous cacher, quoi. Donc à partir de ce moment-là, à partir du moment où c'est divulgué, on a gagné quelque chose, quoi. Même après, si on perd devant les tribunaux, on a quand même gagné. Après, tu as raison, mais il ne faut pas oublier qu'on a des représentants, hein, qui sont les députés. J'allais le dire. Et que là aussi, il faut peut-être plus utiliser nos députés. Hein. C'est quand même eux nos représentants. Voilà, et lorsqu'on voit qu'à 14 ou 15 députés on vote une loi en France, on peut se poser des questions sur la représentativité de la population française. Et dans l'histoire d'Irène Frachon, c'est parce que 2 députés ont réagi, notamment Gérard Bapt, qui était médecin et aussi, il se trouve, que les choses ont éclaté à ce moment-là. Il faut savoir trouver des caisses de résonance. Ça peut être un politicien, ça peut être un riche homme d'affaires, ça peut être un média. Il faut choisir la bonne. Les bonnes. Ou les bonnes. Où il se révèle, Gérard, on va s'arrêter. Est-ce qu'il y a encore une question dans la salle? Sinon, est-ce que tu as à l'esprit la date du prochain ciné-débat? Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Nous regrettons l'absence ce soir, j'espère qu'il n'est pas malade, de notre Slamman Rose. Oui. On s'y habitue, et quand il n'est pas là, il nous manque. Donc nous vous donnons rendez-vous le 7 décembre, où nous traiterons le thème de « Tout va trop vite ». Nous en avons toujours plus, et nous illustrerons ce thème par le film Tout s'accélère. Je peux dire un petit mot? Voilà. Oui. Alors, un petit mot de Nicolas avant de conclure. Je veux juste dire que si des gens parmi vous ont besoin de conseils gratuits, je précise, qu'ils n'hésitent pas à me contacter pour quoi que ce soit dans les différents domaines qu'on a évoqués. Ce sera avec plaisir, je donnerai un coup de main. Je ne sais pas, Nicolas, si on a prononcé le nom de ton blog, de ton site. Je ne suis pas venu pour faire la promo, donc je vous laisse le dire si vous vous souvenez. Justement, il me semblait qu'il y avait un manque dans notre soirée. Donc, Nicolas anime la vigie citoyenne. Donc, il vous suffit d'aller sur Internet et vous aurez toutes ces informations en ligne. Et je précise qu'il a fait signer la charte anticorps à M. Strombéo, au maire de Draguignan. Voilà. Il faut continuer dans ce sens et arriver à 13 km de l'heure. De Draguignan, pardon. Alors on va remercier Nicolas et Agnès qui nous ont donné leurs avis, leur expertise. Donc merci beaucoup d'avoir participé, c'était vraiment un plaisir. Donc si vous voulez bien donner quelques applaudissements. Merci. Et merci à tous de votre participation. Vous savez que voilà, notre principe est toujours celui-là, c'est un échange avec la salle. On ne monopolise pas la parole, on a le droit de poser toutes les questions qu'on veut et on essaie de répondre comme on peut. À très bientôt.